Voilà, eh bien, bonjour à tout le monde, bonsoir. Et bien, l'autre jour, j'étais en train de chercher les myrtilles de l'autre côté, là, juste en face. Et en passant, je suis venu boire un coup ici. Et c'est comme ça, comme j'avais encore dans la voiture quelques tracts et quelques affiches, j'ai dit, tiens, si je les posais chez Lily. Et alors là, c'est là où on s'est rencontrés, avec Laurence notamment, et on a dit pourquoi on n'organiserait pas quelque chose par rapport à ce projet d'implantation d'une scierie industrielle sur le plateau de l'Admezan. Et donc ce soir, on est venu avec quelques copains et quelques camarades. Il y en a d'autres là-bas que je connais aussi. Donc je pense qu'on pourra échanger. On fait tous partie de ce collectif. Et curieusement, par rapport au monde que l'on veut pour demain, et un monde différent, on a du mal à se réunir. Et sur ce projet Florian, tout d'un coup, on a commencé à peine à une dizaine à dire non mais qu'est-ce qui va se passer dans notre forêt si cette grosse bête vient s'implanter sur le plateau de la Mezan. Et on s'est retrouvé à 10, 15, 20. Maintenant, on est plus de 30 associations, partis politiques, syndicats, qui se mettent tous ensemble pour dire non, c'est pas possible. Hein. On doit pouvoir faire autre chose dans nos Pyrénées. C'est pas possible qu'on implante un tel projet qui nous paraît destructeur pour tout un tas de raisons. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la forêt, hein, je suis un syndicaliste avant tout, mais je suis contre toute forme d'exploitation, comme c'est marqué dans les statuts de la CGT. Et cette exploitation de la forêt que nous proposent les élus qui ont pris cette décision, je pense qu'il faut être nombreux à la combattre. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour vous écouter aussi, hein, et pour en parler un peu. Donc, André, tu veux dire un petit mot? Oui, 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 je vais dire, bien sûr, oui. Oui, oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi, mon terrain, ça sera un petit peu particulier puisque je vais l'aborder ou philosophiquement ou politiquement, comme vous voudrez. Si vous voulez, quand on est élu dans une commune, dans une communauté des communes ou ailleurs, il nous arrive des projets tout ficelés, soit d'industriels, soit du gouvernement directement, quand il a fallu regrouper agrandir les communautés de communes. Et on ne peut s'exprimer qu'en étant pour, contre ou s'abstenir. On a beau discuter tout ce qu'on veut, à un moment donné, on revient au sujet premier et on ne peut aller que là. Et ma grande question, c'est est-ce qu'on ne serait pas capable, là, autour de cette table ou dans d'autres lieux, d'être assez intelligent pour proposer notre propre projet? Nous avons ici du personnel forestier qui est très compétent, il faut probablement le moderniser, mais vous voyez, on a les moyens de réfléchir par nous-mêmes à un projet forestier sur tout l'arc pyrénéen. Et le rassemblement qu'on est en train de vivre, je pense, va nous y amener. Donc, il y aura certainement des luttes contre, ça c'est certain, mais en même temps, il faut qu'on soit capable, nous, on est suffisamment intelligents pour proposer quelque chose par nous-mêmes. Qu'on soit électricien, plombier ou autre métier, je suis sûr on a besoin de la forêt, on la connaît un petit peu, peut-être pas beaucoup, mais on a des idées à amener. Et c'est ça qui m'interroge le plus en tant qu'élu. Et la deuxième question, il ne vous a pas échappé que c'est une bataille d'hommes et que il me semble impératif pour notre économie forestière et totale qu'on féminise notre réflexion. Ça me paraît un impératif. On ne peut pas exclure la moitié de la population valléenne ou du pays de la réflexion globale, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais amener comme réflexion ce soir. Allez, Jaco, c'est le spécialiste. Ah oui, alors moi je vais aborder le côté forestier directement. On m'entend là, vous m'entendez? Oui. Voilà, en fait, ce projet, il est né un peu d'un mythe d'abord. Il y a des gens qui habitent plutôt plus bas que les Pyrénées, on va dire, vous voyez, vers la Nemeuzan, de là où on voit très, très bien les Pyrénées, la Nemeuzan, Saint-Gaudens, etc. Et, euh, et ces gens-là voient les Pyrénées d'assez loin et ils voient beaucoup de bois, beaucoup d'arbres, etc. Et parmi eux, un certain nombre se sont dit mais c'est pas possible, on n'exploite pas la forêt, là il y a une ressource terrible. Et ça, on l'entend depuis des années et des années.
Bon, on entendait ça et moi, en tous les cas, pour être un peu dans le milieu, on se disait oui, bah c'est des propos de gens qui connaissent rien à la forêt. Ils s'imaginent qu'on n'exploite pas la forêt, alors que la forêt est exploitée. Elle a été surexploitée en France à une certaine période. Puis on est revenu dans des quotas un peu raisonnables. Et aujourd'hui, il est vrai qu'avec la déprise agricole, on voit plein d'espaces autour de nous qui nous semblent être reconquis par la forêt, mais c'est de la forêt, on va dire rurale pour l'instant, qui pour l'instant, en tous les cas, n'est pas capable de fournir l'exploitation forestière, de fournir du bois qui peut être scié, utilisé, etc. Et puis en fait, un jour, il nous est sorti, il nous est tombé sur le dos ce projet, qu'un industriel allait venir s'implanter à Lannemezan pour installer une scierie qui ne couperait que du hêtre. Alors la forêt, il faut savoir que la forêt pyrénéenne, elle est composée, enfin les deux grandes essences qu'on trouve dans les Pyrénées, c'est le hêtre et le sapin. Donc le sapin ici dans les vallées en altitude, il y a un petit peu de hêtre mais pas beaucoup. Et plus on descend évidemment vers la plaine, vers les collines, on trouve du hêtre. Et en fait ce projet a été porté par certains services de l'État, par des élus locaux qui sont friands de projets industriels et friands d'indiquer qu'ils vont créer quelques emplois. Et donc du coup, ce projet nous est sorti et on ne savait pas trop. Et puis on a commencé à voir les chiffres. Donc les chiffres, ils sont bruts. On nous a annoncé, donc suite à une étude qui a été réalisée par l'IGN, donc tout le monde connaît un peu l'IGN. L'IGN, c'est l'Institut géographique national, mais en fait qui a absorbé un organisme qui s'appelait autrefois l'IFN, l'Inventaire forestier national. Et évidemment, comme dans beaucoup de services publics, les conditions de travail et de quête des informations se sont considérablement dégradées. Et donc, du coup, fatalement, les résultats, eux aussi, se sont dégradés, quoi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, une certaine période, c'était sous M. Sarkozy, il y a eu un plan national forêt où on entendait tout le monde dire « Ah oui, il y a plein de bois en France, il faut couper du bois, on va gagner de l'argent, etc. » Donc évidemment, les études qui ont été réalisées à ce moment-là, elles étaient favorables à ce que disait le président de la République. En fait, beaucoup d'études, on connaît leurs résultats avant qu'elles soient réalisées. D'abord, on donne le résultat de l'étude, et puis après, on la réalise, et on fait en sorte que ça colle à ce qu'on a vu que ça donne. Voilà, voilà. C'est comme ça. Et en fait, ici, on nous annonce donc un prélèvement annuel dans les Pyrénées. Donc, quand je vous parle des Pyrénées, c'est Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne, un petit peu Lot-et-Garonne et un petit peu Tarn-et-Garonne. On nous annonce un prélèvement de 250 000 mètres cubes de hêtres par an. Alors évidemment, pour celui qui ne sait pas trop ce que c'est un petit peu abstrait. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, dans les Pyrénées, on exploite, dans ces départements dont je vous parle, on exploite environ 200 à 220 000 mètres cubes par an. Voilà. Donc ça signifie qu'en fait, on va multiplier par 2 l'exploitation, quoi. Et l'étude, évidemment, qui a été réalisée par l'IGN, nous prouve que le bois est disponible. Il y en aurait même, paraît-il, des millions de mètres cubes. Donc en fait, nous, on s'est réunis à quelques forestiers au départ quand on a commencé à avoir des informations. On a réussi très difficilement à avoir l'étude de l'IGN, mais on a quand même réussi à les avoir. Il faut savoir que c'est des études qui sont financées de manière publique, mais c'est quand même très difficile d'avoir les études ou de savoir comment les subventions sont données, y compris au niveau de la région Occitanie, puisque ça a quand même été subventionné par nos impôts. Et on a quand même réussi. Donc on a décortiqué l'étude, on a repris nous tout un tas de données, et en fait, au bout du compte, on se rend compte que aujourd'hui, raisonnablement, on pourrait exploiter 30 à 40% supplémentaires des 220 000 mètres cubes qu'on a actuellement sur le territoire, mais certainement pas 250 000 mètres cubes. Donc en fait, une fois de plus, on a une étude qui est complètement faussée, du fait que ça a été réalisé de façon statistique, qu'il y ait tout un tas de données qui n'ont pas été prises en cause. Mais bon, donc nous, on a démontré par A plus B que de toute façon, ce bois-là, il n'était pas disponible. Ce qu'il faut voir après aussi au niveau du projet, c'est qu'en fait, l'industriel Florian, lui, en fait, dans le bois de hêtre, il ne s'intéresse qu'à une toute petite partie du hêtre. Lui, il recherche le hêtre de qualité.
Ça veut dire que dans un arbre, vous avez l'arbre, il est gros au début du tronc, et puis plus vous allez vers le sommet de l'arbre, plus il devient étroit, et évidemment, plus c'est difficile de le transformer en planche, etc., quoi. Donc en fait, lui, l'industriel, il se propose de récupérer uniquement 50 000 m3 sur les 250 000 m3, et puis le reste, il partirait peut-être en cogénération. Il y aurait soi-disant une usine qui irait nous fabriquer de l'électricité à Lannemezan, ou il partirait peut-être en chimie verte, puisque actuellement, il faut savoir qu'il y a de grandes visées des industriels sur la chimie verte vis-à-vis du bois, où il partirait peut-être en plaquettes, en granulés, etc., quoi. Donc on voit bien qu'en fait, cet industriel qui, en fait, lui, délivre ses produits sur 140 pays à l'export. Donc il dessert beaucoup l'Asie du Sud-Est, les pays du Maghreb, les pays d'Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là-bas, il y a des usines qui transforment le hêtre et à bon marché. Donc du coup, pour lui, c'est tout bénéfice, quoi. Donc lui, il serait subventionné très grassement par la région Occitanie, entre autres. Et en fait, lui, il amènerait les machines et on lui fournirait du bois, quoi. Donc là, peut-être que Jean ou André voudront en parler, quoi. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la forêt, essentiellement de la forêt publique, donc qui appartient aux communes forestières, les communes forestières sont organisées en espèce d'une association, ou un syndicat, le syndicat des communes forestières. Et donc, en fait, le syndicat des communes forestières, les syndicats des communes forestières, donc des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège, ont voté pour le projet, mais sans concerter leurs adhérents. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez significatif. Et surtout, après, en fait, la grosse embrouille qu'il y a derrière tout ça, c'est que ça voudrait dire que depuis le temps qu'on exploite la forêt dans les Pyrénées, dans tous ces départements, on ne l'exploiterait pas comme il faut, puisque aujourd'hui on est en train de nous dire qu'au lieu d'exploiter 220 000 m3, on pourrait en exploiter le double. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'une part, la quantité, elle n'y est pas, mais d'autre part, la qualité n'y est pas non plus. Puisque, en fait, vous savez tous un peu, pour avoir touché un bout de bois, vous pouvez avoir des très très jolis bouts de bois où dedans vous allez faire des planches magnifiques ou même des objets vraiment de haute valeur. Mais après, il y a du bois qui est très très difficile à utiliser en scierie. Et souvent, ces bois-là, on en a derrière nous, hein. Si on se retourne, qu'est-ce qu'on voit derrière nous ? On voit du bois qui très certainement n'est pas d'une qualité suffisante pour pouvoir aller en scierie, quoi. Donc en fait, là, on se retrouve devant un projet typiquement de l'ancien monde, comme on entend parler, un projet industriel où soi-disant on crée quelques emplois. En fait, on créerait une vingtaine d'emplois. Donc vous imaginez, couper 250 000 m3 pour 25 emplois, en plus des emplois vraiment de chaîne, hein, puisque c'est une scierie automatisée. Les gars, ils regardent juste si les machines s'arrêtent, hein. Ils ne choisissent pas comme si vous allez visiter dans une petite scierie où ils tournent le bois, ils le regardent, ils le bougent dans tous les sens pour vraiment en tirer la matière, le maximum de matière. Et là, on est vraiment dans un projet idiot qui viendrait déboiser un peu plus, d'une part, les forêts actuelles, et qui en plus mettrait en danger la filière qui a beaucoup de mal à travailler aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, en fait, le bois de hêtre, il ne se vend pas du tout. On est dans un creux qui dure depuis 4 ou 5 ans, et il ne se vend pas du tout. Les seuls acheteurs qui existent aujourd'hui, il y a 3 acheteurs en Espagne, en Navarre exactement, et il y a 2 ou 3 acheteurs au Portugal. C'est les seuls qui aujourd'hui achètent du bois dans les Pyrénées, et un gros acheteur sur les Pyrénées-Atlantiques qui est français, et c'est tout, c'est les seuls marchés qu'il y a, quoi. Et évidemment, si on amène un gros industriel, eh ben, il prendra comment dire, il aura une position de monopole, il récupérera tout le bois pour lui, et il fera tout ce qu'il voudra, et aussi bien au niveau des prix. Donc vous voyez, c'est une grosse intoxication vis-à-vis des communes forestières qui ne sont pas du tout informées, de toute façon, et c'est surtout un grand danger pour
pour l'environnement, puisque évidemment, aller prélever des milliers de mètres cubes pendant, on va dire, 15 ou 20 ans, ça ferait un trou de production derrière énorme pendant 100 ou 150 ans, quoi. Sachant que le hêtre, aujourd'hui, est en grand danger. Si aujourd'hui vous allez vous balader dans des forêts de hêtres, aujourd'hui, je parle aujourd'hui des forêts de hêtres de la plaine ou des collines, vous verrez que le déficit en eau fait qu'aujourd'hui, alors qu'on n'est pas encore au mois de septembre, les hêtres sont en train de perdre les feuilles. Pourquoi les arbres perdent les feuilles? Parce qu'ils se mettent dans une position où ils se protègent contre la sécheresse. Le hêtre est déjà une essence très 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 sensible à la chaleur. Donc évidemment, aller faire de la surexploitation dans des peuplements forestiers comme cela, ce serait une catastrophe, quoi. Juste pour des prétextes industriels, quoi. Pour avoir des bois qui seraient sciés à la Neumezan, qui créeraient 25 emplois, et que peut-être vous verriez revenir pour vous faire vos pieds de lit que vous achèteriez à Conforama ou à Ikea ou je ne sais où. Donc vous voyez, ça remet en fait sur un projet comme celui-là, ça remet en cause tout un fonctionnement, quoi. Tout un fonctionnement. Et évidemment, nous, on est en train de travailler pour s'opposer au projet, d'une part, évidemment, mais également pour essayer d'inciter les politiques locaux et régionaux à avoir une autre vision de la forêt, quoi. On a eu une réunion récemment avec des élus régionaux, enfin moi j'y étais pas, mais mes collègues forestiers m'ont dit, ce qui les a frappés le plus, c'est que ces gens-là ne connaissent rien à la forêt, mais vraiment rien. Et donc du coup, ça part dans tous les sens, quoi. Le directeur de cabinet, pour vous dire un peu le niveau, le directeur de cabinet donc de Madame Delga, donc la présidente de la région Occitanie, il habite dans le Lot, je crois, et il a dit à nos collègues, moi le matin quand j'ouvre mes volets, je vois la forêt pyrénéenne et je vois qu'il y a plein de bois, donc je me dis qu'on peut le couper. Donc vous voyez un peu le travail qu'il y a à faire pour éduquer certains de nos décideurs et d'essayer d'inverser la tendance. Et nous, on n'est pas du tout contre l'exploitation forestière, hein. C'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est de faire une exploitation forestière raisonnée en tenant compte des impératifs économiques, des impératifs des communes, des impératifs environnementaux, et d'essayer d'avoir, comment dire, une espèce de cohérence dans la façon dont on exploite la forêt, dont on exploite toutes les ressources naturelles. Je veux dire, c'est un peu sur tous les sujets pareil, quoi. Du collectif. Oui, j'en profite avant, juste pour rajouter qu'on a fait le tour aussi des exploitants forestiers pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient sur le département. Et ce qui reste. Voilà, ce qui reste. Adolphe Doreux me disait qu'entre Loudunvielle et Lannemezan, il y avait 11 scieries autrefois. Il en reste 3, je crois, hein. Tu vas devancer. Justement, c'était à propos des scieries. J'avais lu récemment que sur toute la zone qui est concernée depuis l'Ariège jusqu'au Pays Basque en passant par chez nous, il y avait 51 scieries professionnelles. Donc, si monsieur Florian vient s'installer, je pense que ces gens vont perdre leur emploi. Et leurs employés également, qui sont des gens qui connaissent le bois, qui savent travailler le bois, et que ce sera rien à côté de ce qu'on nous promet, soi-disant entre 20 et 200 emplois sur Lannemezan, hein, on va en supprimer bien plus en faisant arriver ce projet. Donc l'histoire des emplois qu'on doit créer, c'est une sottise, surtout dans une scierie industrielle où la seule chose qu'on a à faire, c'est de voir si le bois s'arrête et de taper sur des écrans pour le faire fonctionner. Il y a quelque chose que vous avez oublié de mentionner, je pense, c'est les camions. Les camions que généreraient les camions grumiers qui se mettraient à se déplacer entre la forêt pyrénéenne, la Syrie, la forêt, d'un côté à l'autre, et sur des routes de montagne très fragiles qui sont en priorité entretenues par les communes ou par les collectivités locales.
Et tout ce dégât, ce sera les citoyens qui devront le payer en fin de compte, hein, puisque ce seront nos impôts qui devront financer les réfections de ces routes. Sans compter les nuisances, bien sûr, environnementales que ça pourrait, je préfère employer le conditionnel, que ça pourrait entraîner. Bon, nous, on est très, très sensibles aussi à... bon, bien sûr, on exploite la forêt. Bon, on a toujours exploité la forêt. C'est normal d'exploiter la forêt. Mais à exploiter la forêt pour faire uniquement du bénéfice au détriment de l'intérêt général, ça, c'est pas supportable. Parce que l'intérêt général, c'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt de pouvoir amener les enfants ou les petits-enfants dans la forêt, de leur faire découvrir la forêt, les insectes, les animaux, la végétation, tout ça. Et puis aussi, ce sont la destruction de biotopes très précieux qui vont, parce ils vont pas s'amuser à laisser un arbre par-ci par-là, hein. Ils vont faire les coupes rases, en coupant aussi les vieux arbres qui sont des réservoirs de biodiversité. Et c'est vraiment, il faut vraiment arriver à mobiliser les gens parce que c'est vraiment un sujet d'intérêt général. Voilà ce que je voulais dire. Donc, bon, Jean Tardos, et je suis un ancien élu de la vallée du Louron, jusqu'il n'y a pas longtemps, et je voudrais quand même faire le rapprochement entre la forêt et les hommes. Je crois que c'est important, et notamment sur les décideurs politiques. La forêt dans le Louron, alors, on a très peu de hêtres, nous, sur Aderviel, pour citer la commune, mais ça a permis, comme dans beaucoup de communes, en vendant quelques sapins, de pouvoir construire les écoles communales, de restaurer également les églises, et c'était une gestion, un bon père de famille, si je puis dire. Donc je dis de suite, je suis contre le projet Florian, ça enlève toute ambiguïté. Mais comment est-on arrivé là? Il faut savoir qu'autrefois, on gérait les coupes d'affouage, chacun gérait, enfin, communalement, hein, l'exploitation de la forêt. Elle se régénérait d'elle-même. On faisait des coupes de jardinage, on ne faisait pas des coupes franches et rases, comme l'on dit. Et puis, petit à petit, on a confié aussi, on a délégué la gestion à l'ONF, pour ne pas le citer. Et on a cité, donc, avec l'ONF, avec une très bonne collaboration. Et puis, l'ONF aussi a muté. Le service public, c'est devenu un service semi-public. Et puis, derrière, il y a eu aussi des bureaux d'études qui, et dans la vallée, il y en a quelques-uns, je parle sous couvert, mais qui font les plans d'aménagement des forêts. Et puis, petit à petit, on a vu aussi, il ne faut pas le nier, on ne vit pas dans une bulle, on a vu arriver les bois qui viennent de l'étranger. Et on a vu le prix du bois baisser. En plus, on a certains, et notamment en zone montagne, des forêts qui sont plus ou moins accessibles. Donc si vous avez une forêt comme les privilégiés qui sont, je ne citerai pas les communes, mais avec des pistes forestières où on peut l'exploiter facilement, ils vont vendre le bois à un prix correct. Si vous êtes enclavé et que vous devez entretenir une piste, je reviens là sur l'entretien des pistes, et que vous voulez vendre votre bois, si vous n'avez pas un exploitant local qui, par solidarité, je pense à Doreux, vient acheter la coupe, elle ne se vend pas. Vous avez du sapin sur pied, où vous le vendez entre 10 et 15 euros le mètre cube. Oui, encore c'est bien. Et encore, quand on y arrive, quand elles se vendent, et qui sont des fois exploitées 2 ou 3 ans après. Donc ça veut dire que dans les budgets communaux, la forêt est devenue vraiment secondaire. Il ne faut pas attendre là-dessus pour vivre. Et puis, je crois effectivement, comme tu le disais, il y avait des scieries autrefois et c'était vraiment le circuit très court. C'est-à-dire on coupait le bois et on l'utilisait sur place. Maintenant, effectivement, on fait venir les bois d'ailleurs, des fois parce qu'ils sont aussi de meilleure qualité, parce qu'on voit effectivement nos forêts qui dépérissent. Et toute cette gestion-là est quand même quelque chose qui est fait en bout de chaîne. Alors vous arrivez, on vous dit, écoutez, vous avez un industriel, puis les communes, vous allez pouvoir vendre votre bois,
etc., etc. Donc derrière, qu'est-ce qu'on dit? La solution de facilité, c'est de dire, OK, on va vendre notre bois. L'intérêt, c'est de le vendre. L'intérêt public, ce serait presque ça, si on regarde en termes de marché. Mais après, ce n'est pas effectivement en termes de gestion. Donc, se pose quand même, en bout de chaîne, on se retrouve là. Donc, je termine sur ce que tu disais, Dédé. Moi, je crois que c'est tout à fait important, c'est de se battre contre, c'est vachement bien. Mais d'avoir un projet de contre, c'est encore mieux. Donc, qu'est-ce qu'on est à même de proposer? Syndicats forestiers, communes forestières, alors je dirais presque aussi gestionnaires délégués de la forêt, pour arriver à faire que notre forêt, et je parle de la forêt parce que je ne parle pas des taillis, parce que les zones intermédiaires que l'on voit qui se sont fermées, c'est inexploitable. Parce que c'est du taillis, il y a un peu de frein. Sur Aderville, on essaie de rouvrir une zone qui était autrefois pastorale. On a fait marquer par un collègue de l'ANF qui est venu le faire gracieusement 250 grumes, on va sortir 200 mètres cubes pour dire, et on va le vendre rien du tout, c'est juste pour payer le débardage. Mais cela, autrefois, c'était entretenu aussi, il faut quand même le rappeler, par les locaux. Parce qu'on avait besoin du bois pour se chauffer, on avait besoin du frêne pour faire la charonnerie, pour faire les meubles, pour faire les planchers, pour faire plein d'activités. Et également le bois, et également nourrir les troupeaux, parce que quand vous voyez les frênes, là, on n'a qu'à voir, ils ont quand même vachement de feuilles, un système foliotique qui est vachement important. Et on ramassait la feuille pour nourrir le bétail, en passant au-delà des vertus médicinales du frêne et notamment aussi de la freinette, n'est-ce pas? Donc voilà, je veux dire par là, quel produit et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer contre Florian? Moi, ça, c'est une grosse question. Est-ce que les artisans locaux ou les entrepreneurs locaux, il y en a quelques-uns qui s'approvisionnent en bas à la scierie, qui est une scierie communale quand même, hein. Celle de Loudamiel, c'est une scierie communale qui est en exploitation à titre gracieux pour l'exploitant, le dernier exploitant forestier qui était là. Parce qu'autrefois, les scieries, elles faisaient la scierie. Il y avait également à Vajan un foulon pour traiter le chanvre, hein, et souvent même ça faisait forge, parce qu'avec la roue à aube, ça permettait d'activer également les martinets. Voilà, je voulais juste ramener un peu tout cela. Moi, c'est vrai que je rêverais d'avoir une coopérative de production de granulés, de valorisation des bois, que ça reste un circuit court. Ça, c'est pour le monde d'après. Est-ce que le cahier des charges de Florian prévoit la réimplantation de ces arbres dont il se dispose à massacrer, puisque tu viens de nous dire que en fait, ces arbres ne sont pas intéressants sur leur totalité. Il n'y a qu'une petite partie du tronc qui les intéresse. Donc, si on en coupe trop, est-ce que Florian prévoit à ce moment-là de pouvoir réimplanter? Ensuite, est-ce que l'on ne pourrait pas aussi réfléchir sur le fait que les petites scieries existantes, on ne pourrait pas les doter ou les regrouper, ou bien les doter de matériel plus performant qui leur permettrait aussi à ce moment-là de pouvoir aller rechercher dans nos forêts les hêtres qui sont vieillissants et qui à un moment donné ne sont pas productifs, puisqu'on parle aussi un petit peu de production. Bonsoir. Je suis membre du collectif et nous avons discuté déjà au sein du collectif de notre de notre volonté à participer à la rédaction du cahier des charges qui pourrait être élaboré si le projet devait se développer avec soit le conseil régional, soit les représentants locaux de la communauté de communes du plateau de Lannemezan. Et parmi ces soucis, il y a ce que vous venez de dire. On a évoqué l'idée qu'il faut faire un contrat qui nous protège. Si par malheur on doit subir ce préjudice d'exploitation par un gros industriel étranger, il faut que dans ce contrat, il y ait des contraintes qui soient favorables aux autochtones et à notre forêt. Il y a la question que madame vient de poser, mais il y en a une autre. Supposez que Florian, et une fois qu'il est installé ici et qu'il a une source d'approvisionnement en hêtres très élevée, rien, si nous ne le prévoyons pas, ne l'obligera à scier à Lannemezan. Et comme Florian, il a 14 scieries dans toute l'Europe, y compris dans des pays à salaire très bas, Roumanie et autres, rien ne l'empêchera d'amener les grumiers là-bas,
de faire découper un taux de salaire très bas, et ainsi il pourra augmenter indéfiniment sa marge à nos détriments. Il pillera notre forêt et il fera du fric sur notre dos. Donc il est important qu'en tant que citoyens, que le collectif, nous nous impliquions, si par malheur, je dis bien si par malheur, parce que d'abord on va se battre contre, mais si par malheur on doit aller au bout, il faut aussi qu'on soit capable de faire des propositions qui nous protègent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est, dans ce projet, pas sur un projet local. C'est toute la société qui reflète là-dedans. Pourquoi le sapin des Pyrénées, qui se vendait très bien il y a 25 ou 30 ans ou 40 ans, et amenait, comme l'a dit Jean, beaucoup d'argent aux communes? Il y a des communes qui étaient vraiment très très riches. Ils n'en ont pas profité, tant pis pour eux, pour certaines, mais ils étaient très très riches. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre. Il y a 40 ans, en gros, 30-40 ans, avec un camion de sapin, vous voyez ce que c'est qu'un camion de sapin, en gros, il y a un petit 40 mètres cubes, vous voyez. Donc vous voyez, pour faire 250 000 mètres cubes, il faut un paquet de camions, effectivement. Donc avec un camion de sapin, vous achetiez une 4L. Ouais, tout le monde sait ce que c'est, une 4L encore aujourd'hui. Voilà, ici. Ouais. Aujourd'hui, avec un camion de sapin, aujourd'hui, vous achetez pas une mobilette. D'occasion peut-être. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que le prix du bois, il a chuté lourdement depuis des années et des années, et que rien n'a été fait au niveau national pour soutenir le marché du bois, alors qu'il y a 500 000 employés, 500 000 emplois derrière l'industrie du bois à peu près, quoi, hein. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les pays du Nord, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, tous ces pays-là, qui ont une forêt complètement différente de la forêt française. C'est une forêt qui est complètement artificielle, c'est-à-dire c'est plantation, coupe, plantation, coupe. Un peu ce qu'on voit dans les Landes, si vous vous baladez dans les Landes, c'est un peu le principe landais, qui est vraiment pas terrible. Je peux vous le dire, au niveau biodiversité, au niveau, etc. Ça rapporte au gros, mais les petits, ils s'en sortent pas. Derrière, à la dernière tempête, en 2000, ils ont plié tous les petits. Voilà, comme ça, ils les ont liquidés. Ils ont tous été rachetés par les coopératives, et le problème est réglé. Les petits, on n'en veut plus maintenant. Et donc, pour revenir à l'Europe, en fait, les pays du Nord ont créé des normes qui ont fait que, aujourd'hui, quand vous faites une maison, quand vous faites une cabane, moi je me suis un petit peu accroché avec des élus, quand vous faites par exemple une cabane de berger en montagne, qui est faite par un architecte qui coûte environ entre 80 et 100 000 euros la cabane, le bois, il ne vient pas des Pyrénées. Le bois, il est acheté à Point-P ou à Chausson, et c'est un bois qui vient d'Autriche ou qui vient de Suède. Parce qu'on a considéré que le sapin des Pyrénées, ça valait rien. Il y a des nœuds, il pousse de travers. Quand il y a des coups de vent, il a tendance à faire ça. Et donc, du coup, dedans, il y a des fentes, etc. Donc, il a des défauts. Certes, il a des défauts. Mais en attendant, il y a des maisons ici qui ont 400 ou 500 ans, elles ont des charpentes en sapin. Et ça pose aucun problème. Vous pouvez vous faire une table en sapin dans votre jardin. Elle va vous tenir 20 ou 25 ans. Vous pouvez la laisser pourrir tranquillement. Ça sera aussi rentable que d'aller acheter une table en teck chez Ikea, par exemple. Voilà. Et donc tout ça, c'est une véritable embrouille, c'est une manipulation généralisée, c'est la manipulation de la normalisation. Donc aujourd'hui, le sapin des Pyrénées, il vaut rien, soi-disant. Et donc du coup, effectivement, les communes ont du mal à vendre leur bois. Aujourd'hui, si vous vendez une coupe de sapin à Derviel 15 €, vous avez bien gagné votre vie, quoi. C'est plutôt aux alentours de 5-6 € que vous allez la vendre. Voilà. Et si on se mettait en euros constants, il y a 40 ans, il aurait vendu 40 ou 50 €. Donc vous voyez un peu le... Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue de ces projets qui sont totalement débiles, quoi. On ne peut pas utiliser d'autres mots, quoi. C'est débile à plein de sens. Et c'est surtout débile du point de vue des bouleversements climatiques qu'il va y avoir. S'engager dans de tels projets sans prendre en compte les enjeux qu'il y a autour de la forêt, c'est nier tout ce que les scientifiques savent, mais c'est aussi nier, effectivement, comme disent ici les gens, c'est nier tous les apports sociaux de la forêt, tous les apports culturels, tout ce qui se passe en forêt. La forêt, évidemment, c'est un puits de carbone. Donc qu'est-ce qui stocke du carbone après les océans? C'est les forêts. Qu'est-ce qui produit de l'oxygène après les océans? C'est les forêts. Donc évidemment, qu'est-ce qui produit de l'eau pour les villages?
c'est les forêts. Voilà, la forêt joue un rôle d'éponge et elle joue un rôle de régulation. Si vous liquidez les forêts, le climat il va changer, c'est évident. Donc le problème, c'est que d'abord, il faut faire de la pédagogie vis-à-vis des élus et des décideurs. Donc vous voyez un peu le travail qu'il y a à faire. Et évidemment, pour faire ce travail, on a besoin d'une mobilisation citoyenne qui dise non, non, mais là, on n'est pas d'accord et ça, vous ne le ferez pas. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc après, je pense que les porteurs du projet ne sont pas naïfs non plus. Quand on parlait tout à l'heure de la circulation des camions, ils savent très bien que si ce projet sort, ils vont plier tous les petits. Et c'est leur objectif. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle la Cepso, qui est à Saint-Gaudens, qui fait du papier. Ils en ont déjà plié beaucoup, parce que les petits concurrents, ils n'en veulent pas. Quand on parle de l'Office national des forêts, il préfère traiter avec un gros sieur qu'avec des petits emmerdeurs comme Doreux, comme machin, comme ceci, comme cela, qui achètent 300 mètres cubes là, 50 mètres cubes là, etc., etc. C'est le même fonctionnement que vous retrouvez dans la grande distribution, partout où vous allez, quoi. Mais par contre, ce que je vous invite à faire, c'est aller acheter un tasseau chez Castorama ou Leroy Merlin. Vous allez voir combien vous allez le payer. Puis après, vous faites un beau calcul. Vous allez acheter un tasseau chez Doreux, dans la scierie en bas, ou dans une scierie qui n'est pas loin de chez vous, et vous faites le calcul. Et vous verrez qu'est-ce qui est le plus rentable. Oui, alors, vous voyez déjà ce soir, là, le débat, il est animé. On est tous à peu près d'accord pour être contre ce projet. Et on commence à voir émerger des idées. Et c'est cette intelligence-là que nous, on est demandeurs en tant qu'élus. Ça, c'est très important. Mais cette intelligence, il faut la cultiver. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en face, ceux qui sont porteurs de ce projet, ils se donnent d'énormes moyens pour cultiver leur intelligence. Si un jour vous allez à Paris, allez visiter le Collège des Bernardins, qu'on a visité avec notre ami, là, vous allez voir d'abord qui a financé cette structure. Et vous allez voir que là, ils mettent des moyens, mais des sommes colossales pour étudier, je ne sais pas quoi, moi, voilà, les courants ascendants qui font monter ce parapente là-haut. Et nous, petites gens, il faut qu'on se donne ces moyens. On n'a peut-être pas d'argent, mais quand même, on est capable dans des structures, voilà, comme ici, chez Lily, qui organise souvent des débats, et dans d'autres endroits. Il y en a partout des endroits comme ça. Et éventuellement, s'il n'y en a pas, on peut les faire. Et ça me paraît vraiment très, très primordial. Parce que ils ont une culture d'abord de dominateurs, ces gens, et rien que dans leur façon d'être, ils sont capables de vous écraser. Et si on n'a pas un petit entraînement intellectuel pour discuter d'égal à égal avec eux, on est foutu, quoi, hein. Donc ça va supposer qu'on se réunisse souvent pour réfléchir sur divers sujets, parce qu'il n'y a pas que la forêt qui est comme ça. Toute notre économie valléenne est construite un petit peu comme ça. Quand je disais tout à l'heure que nous, quand on doit voter, on n'a que la possibilité de voter pour ou contre, ou de s'abstenir. Souvent, on s'abstient parce qu'on ne connaît pas très bien le sujet. On vote contre quand on le connaît un petit peu, mais on n'est pas forcément majoritaire, quoi, hein. Et donc, ça nécessite que les citoyens réfléchissent, se mettent je sais pas, à un travail intellectuel, à de la philosophie, à ce que vous voulez, mais ça me paraît vraiment primordial, parce qu'en face de nous, ils mettent d'énormes moyens, et il ne faut pas croire que les élus basiques, tout ça, comme je l'ai entendu un petit peu là, sont des ânes. Pas du tout. Ils y sont dans ces structures pour réfléchir, nos petits élus qui sont porteurs des projets comme ça. Ils ont des rencontres, et puis on est très valorisé quand vous allez dans ces rencontres, puisque je m'y trouve de temps en temps. Vous êtes flatté, vous mangez bien. Quand vous parlez, vous avez l'air d'être intelligent. Le mec qui voudrait vous écraser, là, presque il vous fait monter aux cieux, quoi. Et donc, ça nécessite vraiment qu'on prenne conscience de notre valeur intellectuelle et qu'on la cultive. C'est un peu mon travail, c'est un peu ce qui me manque en tant qu'élu. Voilà. Merci. En fait, on a 3 axes de travail. On a l'axe environnemental.
Donc préservation de la biodiversité. Donc quand on entend effectivement quelqu'un qui nous dit les arbres, il ne faut pas les laisser vieillir parce que c'est une perte, pas du tout, au contraire, c'est une richesse. Donc ça, on l'explique, hein, si vous venez à des réunions publiques, vous verrez qu'on l'explique. Donc ça, c'est le volet biodiversité, qu'on défend aussi au niveau de la région, parce que la région a des axes environnement, écologie, etc. Donc on leur dit, mais attendez, vous écrivez des choses, mais en fait, après, derrière, vous faites totalement l'inverse. Et donc on a cet axe de travail. On a l'axe ressources, donc pour montrer que la ressource, elle n'y est pas, et que de toute façon, si on devait aller chercher du bois, ça coûterait très très cher pour aller le chercher. Et après, on a l'axe filière bois, donc pour pouvoir travailler avec la filière bois actuelle, donc depuis l'exploitant jusqu'au transformateur, pour essayer justement de monter avec eux un projet, une espèce de projet alternatif pour effectivement démontrer aux décideurs qu'il y a d'autres solutions que cette solution-là, pour faire vivre la filière bois, déjà faire vivre correctement la filière bois, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Déjà la filière bois aujourd'hui, elle ne vit pas bien. Donc elle ne vit pas bien. Et puis il y a aussi des soucis, comme en parlait Jean tout à l'heure, il y a des soucis effectivement sur, on va dire, la gestion forestière actuelle. Donc qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, quoi. Parce que la gestion forestière actuelle de l'Office national des forêts, c'est loin d'être celle qui était faite il y a 50 ans, quoi. Et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et dans la forêt privée, évidemment, c'est encore pire. C'est encore pire dans la forêt privée, mais voilà, quoi. Donc, après, si vous voulez d'autres informations, bon là, j'ai pas pris des tracts et comme ça, mais vous allez sur SOS Forêt. Donc vous tapez SOS Forêt, donc c'est un mouvement national qui a été créé notamment par la CGT. En fait, voilà, c'est un peu l'enjeu du collectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'on n'est pas opposé à de l'exploitation forestière, on n'est pas opposé à des projets, mais effectivement on est opposé à celui-là. Ça c'est clair et net. Là on fera pas de concession là-dessus. Il n'y a pas de concession à faire sur un projet comme celui-là. C'est non. Voilà, il faut que ça soit clair, quoi. C'est non, c'est non. On ne discute même pas de ceci ou de cela, c'est non. Par contre, après, on peut discuter d'autres choses. Mais ça, on ne discute pas. Voilà. Allez, à boire. Merci. Il y a une petite affiche aussi qui circule.
Guiar